Je déclare la 13e séance ouverte et je demande à Carole Trésorerie de prendre place comme secrétaire de séance. Je vous présente mes excuses. Je manifestement après le pouvoir à partir de 12 heures de savon, qui donc être à l'avant. De M. Bernard Maillet qui donne le pouvoir à Gérard de Sanière. De Mme Chantal Lambert qui donne le pouvoir à Marion Steinmetz-Roche, de Xavier Marceau qui donne le pouvoir à M. Arnaud Beguelin, de M. Nicolas Arnaud qui donne le pouvoir à Guillaume Bompard, de Mme Caroline Bois qui donne le pouvoir à Jean-Philippe Maton-Desmin, et de Mme Anne-Marie Autant qui donne le pouvoir à Mme Christine Bazin. Voilà. Alors, le premier point de l'ordre du jour appelle à la révision du PLU. Et je vous passe la parole à ma première adjointe. Restriction de la révision du PLU sur l'ensemble du territoire de la commune d'Orange. L'article 19.5 de la loi Grenelle modifié par la loi Allure en son article 126 prévoit que le PLU approuvé sur les bases de dispositions antérieures à la loi Grenelle, ce qui est le cas de la commune d'Orange, doivent intégrer la réglementation issue du Grenelle lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2017. Les principes de la loi Grenelle ont été complétés par la loi Allure du 4 mars 2014 qui oblige les documents d'urbanisme à traiter des besoins en matière de mobilité, de l'ensemble des modes d'habitat, des risques miniers. Au-delà de ces évolutions législatives et réglementaires, la commune d'Orange, par la révision du PLU, souhaite répondre aux objectifs suivants. Reconsidérer le développement démographique de la prochaine décennie afin de le limiter tout en permettant un accueil suffisant de la population pour maintenir l'économie de la commune et assurer le renouvellement de la population. Lutter contre la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers tout en assurant les besoins nécessaires pour la commune en matière de logement et d'activité. Revoir les zones d'extension de l'urbanisation avec les exigences suivantes. Assurer la cohérence architecturale et urbaine entre les développements futurs et les tissus existants et assurer une densité de construction raisonnable en accord avec la morphologie urbaine de la commune. Puis prendre en compte de façon plus précise et plus pertinente que le PLU actuel les corridors écologiques identifiés sur la commune, exemple trame verte et bleue, zone humide, selon les orientations du SCOT et du schéma régional de cohérence écologique. Définir précisément l'impact des risques naturels concernant la commune et les prendre en compte de façon plus pertinente. Assurer la pérennisation de l'activité agricole et la protection des terres de bonne valeur agronomique afin de préserver la vocation agricole d'une grande partie du territoire orangeois. Développer et proposer une offre culturelle, sportive et de loisirs répondant aux besoins de la population. Développer les secteurs ou infrastructures promouvant les énergies, améliorer les déplacements tout mode et le stationnement. Il est donc demandé au conseil municipal de prescrire la révision du PLU sur l'ensemble du territoire de la commune d'Orange. Fixer les modalités de la concertation prévue à l'article L302 du Code de l'urbanisme comme suit. Moyens d'information, affichage de la présente délibération pendant toute la durée de la procédure de révision. Mise à disposition de portée à connaissance consultable en ligne et à l'accueil de la direction de l'urbanisme de l'habitat située aux services techniques municipaux. Article dans le bulletin municipal sur l'avancement de la procédure. Utilisation du site internet de la ville, des panneaux lumineux, des panneaux municipaux, etc. Réunion publique avec la population. Exposition publique, panneaux et affiches dans le hall d'accueil de la mairie, premier étage de l'hôtel de ville, avant que le projet de la révision du PLU ne soit arrêté. Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat. Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis en disposition du public jusqu'à l'arrêt du projet. 2 concertations publiques d'une durée de 2 semaines chacune au cours de la procédure de révision avec mise à disposition d'un registre des observations. Possibilité d'écrire à Monsieur le député maire ou son adjointe délégué à l'urbanisme. Permanence hebdomadaire de l'adjointe déléguée à l'urbanisme ou de la responsable de projet dans la période de 1 mois précédant l'arrêt du projet de PLU par le conseil municipal. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de la procédure de révision du PLU. À l'issue de cette concertation, le conseil municipal en arrêtera le bilan et arrêtera le projet de révision du PLU. Solliciter une dotation de l'État pour couvrir les dépenses nécessaires à la révision du PLU. Dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au budget de l'exercice considéré. Autoriser Monsieur le député maire à signer tout contrat venant aux conventions de prestations de services concernant la révision du PLU. Préciser que conformément à l'article L. 123.6 du Code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée aux personnes publiques associées.
Précisez enfin que, conformément à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans le journal diffusé dans le département, d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, il s'agit bien évidemment d'une délibération d'une importance capitale qui reprend l'essentiel des projets pour la ville. Je vois sur la création d'une base de loisirs, complexe sportif, projet de complexe aquatique des Cèdres, parcours patrimonial. Alors déjà une question sur le complexe aquatique. Bon, on précise des Cèdres. Il est clair que notre ville ne peut pas continuer plus longtemps sans avoir quand même une piscine digne de notre région, où il fait vraiment très chaud l'été, où les Orangeois ne peuvent pas tous aller au plan d'eau de Piolingue pour se rafraîchir. Est-ce que c'est un projet qui est toujours en cours pour être sur la colline, ou est-ce qu'effectivement on va pouvoir enfin le faire ailleurs? Pareil pour le parcours patrimonial. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'œuvre aujourd'hui, services techniques, bien sûr aussi de la mairie, pour services culturels, pour mettre en valeur le château, les ruines et tout le patrimoine de la colline. Donc où en est-on exactement à ce niveau-là? Je profite simplement aussi, en parlant de piscine, je me permets juste de faire une proposition. Je sais, monsieur le député maire, que vous appréciez ceux qui portent haut les couleurs de la France. On a une nageuse de notre région, Camille Muffat, qui est morte tragiquement au début du mois de mars. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent et judicieux de rendre hommage à cette nageuse en baptisant la piscine latente, qui justement est en attente d'un nom, de la baptiser du nom de Camille Muffat? Voilà, c'est une simple proposition. D'autres questions? Oui, alors, c'est pas forcément une question, mais évidemment, on ne va pas voter contre cette proposition de révision, d'autant que je crois que c'est la 4e version qu'on nous présente entre les différentes modifications, donc je pense que celle-ci est correcte. Simplement une proposition, là encore. On parle beaucoup des moyens d'information et des moyens surtout de consultation et de proposition de la population. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, au-delà de ce qui est proposé, c'est-à-dire des réunions publiques, et on sait très bien que ce n'est pas un sujet qui est forcément très fascinant pour le grand public, même si on peut le regretter, on le regrette tous, hein, mais on constate finalement qu'il n'y a pas énormément de monde à ces réunions publiques, que c'est un peu toujours les mêmes personnes, et qu'on a du mal à toucher l'ensemble de la population. Alors je ne dis pas que ma proposition va répondre à cette problématique-là, mais c'est une des clés d'entrée, je pense. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une consultation en ligne, comme ça se fait ailleurs, où chacun, via un questionnaire, pourrait répondre? Je ne dis pas que l'ensemble de la population serait enclin à répondre via ce lien, mais ce serait un moyen supplémentaire d'information et surtout de récupération de la vie des Orangeois. Oui, moi je souhaitais intervenir sur la loi Allure. En fait, l'ambition de la loi Allure, elle fixe d'autres objectifs qui n'ont pas forcément été cités dans cette délibération, à savoir avoir une politique de logement de qualité à des loyers accessibles pour le plus grand nombre d'Orangeois. Également aussi la résorption de l'habitat insalubre et des résidences en état dégradé. Donc c'est dommage que ces ambitions-là ne figurent pas dans la délibération. Et ensuite, pour rejoindre mon collègue sur les ambitions politiques de la ville, donc effectivement, vous faites allusion au projet de complexe aquatique. Vous nous annoncez depuis plusieurs années de nombreux projets qui ne voient pas le jour, donc en fait c'est facile après de nous annoncer l'endettement zéro pour la ville. Qu'en est-il du complexe sportif, du complexe aquatique? On ne parle plus du pôle multimodal, alors que je vois que des villes qui ont la chance de réouvrir leur ligne TER entre Carpentras et Avignon viennent d'aménager
des pôles multimodaux dans leur commune. Et nous, qu'on a les terrains disponibles pour cela, il n'y a toujours rien qui voit le jour. Donc c'est dommage pour une ville où en fait on est entre 18 et 20% de chômage. Et donc on sait très bien que c'est les projets structurants qui permettent aussi la dynamique d'une commune, d'un territoire. Et donc de ce point de vue, on souhaiterait qu'il y ait des ambitions politiques qui soient à la hauteur de ce qu'attendent les Orangeois. Plus de questions? Alors, s'il y a plus de questions? Alors, je vais répondre à quelques questions. Monsieur Houpert, on va examiner votre proposition. On va voir si c'est possible et réalisable. Voilà. Ça se fait d'ailleurs. Oui, ça se fait. Hein. Donc, on va voir si c'est possible. Voilà. Mais, j'interviens. Elle est de fait, puisque tout est sur le site de la ville. Donc, le site y est, les gens peuvent le consulter et les gens peuvent intervenir sur le site. Donc, la suggestion est intéressante, mais elle est déjà réalisée. C'est conversé. Alors, je vais répondre maintenant un peu l'ensemble des questions. Alors, d'abord, une question sur le complexe aquatique. J'étais hier avec le président de l'Interco, Sylvain Saoupé. Nous avons parlé du complexe aquatique. Le complexe aquatique tel qu'il était est toujours d'actualité puisque le préfet nous avait demandé de l'intégrer à un aménagement global de la colline et que nous l'avons fait. Donc la balle est en quelque sorte dans son camp et nous attendons patiemment. D'ici là, nous avons le maire d'Orange a demandé à ce que nous avancions dans l'aménagement de la colline et cette demande on l'a fait au ministère intéressé et on attend un petit peu puisque c'est eux qui sont nous sommes le maître d'ouvrage mais en quelque sorte eux sont les maîtres d'œuvre. Donc une fois qu'on a affirmé notre volonté, qu'on a dit qu'on avait de l'argent à mettre là-dessus, la balle est dans leur camp et je ne peux pas les fouetter pour qu'ils aillent plus vite. Je n'ai pas le droit. Donc je ne le ferai pas. Nous sommes tout à fait partisans de faire cet espace aquatique moderne et je disais hier au président de l'Interco que en fait c'était un ouvrage qui était plus un ouvrage d'intercommunalité puisque la cible de cet espace aquatique, c'était plutôt le Nord Vaucluse que la ville d'Orange, compte tenu qu'aujourd'hui, l'espace aquatique, je crois, je parle sous le contrôle de Zéro, qui doit savoir mieux que moi, qu'il n'y en a pas sur le Vaucluse. Hein, et il y en a très peu en Provence. Je ne sais pas combien il y en a en Provence, c'est pas dit qu'il y en ait. Donc, on voit bien que ce n'est plus aujourd'hui un ouvrage de ville, c'est un ouvrage d'intercommunalité et le président n'y a pas été hostile, par contre il a dit qu'il fallait qu'on en parle dans l'Interco, donc on en parlera dans l'Interco. Le parcours patrimonial de la colline, ça rentre, je vous ai fait un peu la réponse avant. L'agence, moi je ne suis pas hostile aux suggestions. Ce qui me gêne un peu, c'est que d'abord, il se fait beaucoup de choses en son nom à Marseille et qu'on peut avoir l'air de se raccrocher au temps. Par ailleurs, la tente, en tant que piscine, elle est un peu modeste pour prendre un nom, parce que c'est vraiment une piscine d'attente. Hein. Elle suffit à peine aux associations sportives. Hein. C'est pas ce dont on a besoin. Je partage l'avis de tous les opposants qui disent que cela ne suffit pas. J'ai répondu à tout. Hein. Ensuite, M. Houpert, toucher ensemble la population. Moi, je n'y suis pas hostile, et c'est ce qu'on essaye de faire par le fait que tout ce que nous faisons, en gros, doit ou devrait être sur le site de la ville. Mais ce que je voulais dire, M. Houpert, je pense que c'est les échanges de mails, c'est ça? Non, c'est simplement... Voilà, mais je l'ai vu mise en place, un questionnaire, en fait, qui permet en ligne de répondre à ce qu'on fait. Oui, mais on peut le faire. Mais j'avoue que les résultats sont toujours très en deçà
désespoir. Parce que, il faut bien le dire, les gens sont très catégorisés. Ils sont intéressés par une petite cible et tout ce qui se passe en dehors de cette petite cible, il faut bien le dire aussi, ils s'en foutent. C'est difficile on ne peut pas les obliger à s'intéresser à tout, mais on n'y est pas hostile. Moi, je veux bien qu'on fasse un questionnaire. Vous savez, pour motiver les gens, quels sont les sujets qui ont motivé les gens? Puisqu'on en a fait on a fait des pétitions, on n'est pas du tout hostile, on est pour la démocratie directe. Donc chaque fois qu'on peut en faire, on en fait. Mais qu'est-ce que c'est qui a motivé les gens? C'est la déviation, c'est la base, c'est le REC. C'est des dossiers qui sont très importants et très émotionnels. Il y a un côté émotionnel. Mais je ne suis pas du tout hostile. On va voir quel est l'élu qui pourrait porter ce dossier. Ensuite, Madame Alaoui. Madame Alaoui attire notre attention sur le logement de qualité facilement accessible. Elle a raison. Elle a raison. On se bat depuis 20 ans, Madame Alaoui, contre les offices d'HLM orangeois qui, il faut bien le dire, exploitent leurs locataires plutôt que de les servir. Pourtant, ce ne sont pas des établissements tenus par des gens de droite, ce sont plutôt des établissements tenus par des gens de gauche. Et que font-ils? Ils exploitent leurs locataires. Leur gros souci, c'est qu'il y ait les aides. Parce que quand il y a les aides, ils sont sûrs d'encaisser les aides. Et comme les aides payent le loyer, ils sont peinards, ils s'en foutent du reste. Alors, on a fait tout ce qu'on a pu avec Vaucluse de logement. Moi, je suis intervenu personnellement plusieurs fois auprès de l'ex-présidente, je ne parle pas de nouveau, je parle de l'ancienne présidente socialiste, non, Mistral Habitat, l'ancienne présidente socialiste de Mistral Habitat, en lui disant c'était une collègue du conseil général, écoute, c'est un dossier qui est important, essaye de faire quelque chose, le directeur bloque tout, nous, quand on s'engage à faire quelque chose, on le fait, le Mistral Habitat ne le fait pas, elle me disait oui, et puis oui, et bien, comme oui, que font certains nombres de politiques, et qui veut dire, raconte ce que je veux, je n'ai rien de secouer, je continuerai à ne rien faire. Il faut reconnaître que ne rien faire, c'est moins fatigant, je reconnais. Bon, donc, si le logement social n'est pas brillant en Orange, mais n'est pas brillant en Colère, n'est pas brillant à Avignon, n'est pas brillant à Port, n'est pas brillant nulle part, ce n'est pas, c'est moi qui l'accorde, ce n'est pas du fait des communes, c'est du fait des offices d'HLM qui sont les propriétaires et donc les agents majoritaires de la situation du logement social. Mais je partage votre analyse et on essaye de bâtir avec le préfet un contrat État-ville. On n'est pas fanatique de cela, mais peut-être qu'il y aura peut-être matière à faire quelque chose dans ce sens. Et si on peut le faire, on le fera. Alors, le complexe sportif, de quel temps? Et on s'en occupe des insalubrités. Alors, sur le centre-ville, vous avez raison de préciser. Sur le centre-ville, la ville achète tous les logements utilisés par les marchands de sommeil qui exploitent les gens pour leur louer des logements totalement insalubres. Donc, on préempte systématiquement et on les met en état et on les reloue, on va une part. Mais c'est quelque chose qui va doucement et on va peut-être, Mme Gamard, mettre un peu l'accélérateur là-dessus, puisqu'il y a des aides qu'on peut avoir par l'intercession. Puis on a quand même, on s'est occupé quand même de 63 logements insalubres en 2014. C'est pas rien. Très important. C'est pas rien. Alors ensuite, le complexe sportif. Ensuite, le Fourchevieille. Vous avez tout sorti à la location? Une partie. Une partie est à la location, une partie est à la vente. Alors, parce qu'on fait du mixage, le complexe sportif de Fourchevieille va commencer, le troisième tranche du complexe sportif de Fourchevieille va se faire à l'automne, je crois. Je crois va se faire à l'automne et nous espérons qu'il sera fini très vite.
Le pôle multimodal. Alors le pôle multimodal, c'est une bonne question aussi. Le pôle multimodal, la ville y travaille depuis une dizaine d'années. Mais elle n'est pas le maître d'ouvrage, elle est seulement un des partenaires. Parmi les partenaires, il y a la SNCF, ceux qui sont propriétaires des terrains, je ne sais pas si c'est REDF ou autre chose. Hein. Bon, donc les propriétaires des terrains. RFF, donc SNCF, RFF, le conseil régional, le conseil général, la ville, l'Interco. Bon. Donc, vous voyez, ça fait 6 partenaires. Dans ces 6 partenaires, la ville, pour faire accélérer autant que faire se peut les choses, a ses partie prenante, à tort ou à raison, hein, pour acheter les terrains qui devraient être achetés pour faire les parkings, etc. Et les routes. Bon. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour débloquer. Mais on n'est qu'un des éléments des 6. Donc, puisque vous avez le bras long, hein, je vous demande d'intervenir avec tout votre poids pour que ce dossier soit débloqué. Hein, la région pourrait, c'est un élément important, pourrait faire accélérer les choses, puisque le maître d'ouvrage, c'est la région. Donc, que la région nous aide à aller plus vite, et on en sera ravis. En tout cas, pour nous, c'est un dossier important, et je dois vous dire que j'en ai parlé hier au président de l'Interco, qui est tout à fait sensible à ça. Alors, je regrette un peu que vous ne m'ayez pas parlé de la déviation. Parce que, comme vous évoquiez tous les grands dossiers, je trouve déplorable que vous ne parliez pas de déviation. Parce que la déviation, normalement, il y avait un accord entre l'État, le département, la ville et la région pour que la déviation d'Orange se fasse. C'est la région qui l'a bloqué. C'est la région qui l'a bloqué sous le chantage des Verts de la région. Sous le chantage, c'est le préfet qui m'a dit. Dites-moi que je suis un menteur, je dis au préfet que vous dites que c'est un menteur. Bon, donc, et même on continue. Donc, là aussi, si vous avez le bras long, n'hésitez pas, tant que vous êtes élu à la région, ça risque de pas durer, n'hésitez pas pour appuyer le dossier et que les choses avancent. Voilà. Sur tout ça, je crois qu'il pourrait y avoir un accord d'intérêt commun, quelle que soit la couleur. De nous. Merci, monsieur le député maire, pour ces précisions sur les déviations, parce que justement, vous m'avez pris de vitesse à ce niveau-là et je voulais y associer également Madame Bois. Il est absolument inadmissible qu'un tel ouvrage, qui soit vraiment attendu depuis des années par les Orangeois, soit bloqué pour des considérations de politique politicienne. Donc merci pour ces précisions. Moi, je ne cherche pas à défendre le groupe d'Europe Écologie. Je cherche simplement à rétablir la vérité. Le conseil régional, c'est la déviation, la réalisation de la déviation est une compétence d'État. Vous savez pertinemment que dans ce dossier, l'État ne veut intervenir qu'à la hauteur de 5%. 5% donc d'une partie de la déviation. Ne commencez pas à faire le fatigué. Parce que d'abord, je vous ai interdit de me tutoyer. Donc, deuxièmement, le conseil régional reste sur ses compétences. Et donc, ces compétences, c'est le réseau ferré. Donc, ce n'est pas un problème de blocage de dossier d'Europe Écologie. C'est un problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État est complètement désengagé sur ce dossier et que donc, il n'y a aucune collectivité qui peut s'engager sur un financement correct dans la mesure où l'État est à la hauteur de 5%. Donc ça ne tient pas, vos arguments ne tiennent pas. Et c'est votre attitude depuis 20 ans qui bloque les dossiers. De partout, les déviations ont été réalisées à Orange. C'est pas parce que vous affirmez quelque chose, ça devient une vérité. Mais vous êtes un menteur en permanence. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de vous répondre? Oui. Vous êtes bien aimable. Je vous en remercie. Il y a eu un contrat qui a été signé de financement de la déviation, qui a été signé entre l'État, la région, le département et la ville. Ce contrat disait que département et ville finançaient à hauteur de 22,5%
la déviation, et que État et région finançaient à hauteur de 27,5%. Donc, il y a eu des accords signés. Par ailleurs, quand l'État finance à hauteur de 27,5%, comme il récupère 20%, en vérité, il ne finance qu'à hauteur de 7,5%, puisqu'il récupère la TVA au bout de 2 ans. Bon. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le fait que l'État ne veuille payer que 5 ou 7%, c'est ce qu'il paye en vérité. Par contre, à partir du moment où un des 3 autres signataires récuse sa signature, hein, la région dit « mais moi je ne finance plus la déviation », le plan de financement tombe. Par ailleurs, la déviation est utile, indispensable même, ce n'est pas l'ensemble de la déviation, c'est la première moitié jusqu'à la route de Camaret. Et les partenaires en étaient d'accord, et j'ajoute que le département était d'accord pour augmenter sa part de financement, puisque pour lui, il avait un double intérêt de servir de déviation d'Orange d'une part et de déviation des poids lourds violets d'autre part. Donc il y avait moyen très facilement de trouver un accord s'il n'y avait pas une rupture de la part des Verts. Voilà, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 2. Marie-Thérèse. Délibération de principe relative à l'attribution d'une garantie d'emprunt au niveau logis provençal pour des prêts souscrits auprès de la caisse des dépôts et consignations. Le président du nouveau logis provençal nous a informé que son groupe a contracté 2 prêts pour le financement de la réhabilitation de 190 logements ainsi que la rénovation du chauffage collectif de 86 logements, tous situés dans le périmètre du quartier de Fouchelière. Il nous demande à cet effet de lui accorder une garantie d'emprunt de 10% des sommes nécessaires. Vous savez, ils ont emprunté un prêt de 540 836 euros remboursable sur 25 ans et un prêt de 2 660 000 euros remboursable sur 25 ans. Afin de couvrir ces emprunts en totalité, plusieurs demandes de garantie ont été effectuées par le nouveau logis provençal comme suit. Département de Concule, plus 40%, soit 1 280 334 euros. Commune de la CCPRO, 50%, soit 1 600 418 euros. Et la commune d'Orange, 10%, soit 320 400 euros. La commune d'Orange propose de garantir ses prêts souscrits auprès de la caisse des dépôts et de consignation à hauteur de 10% du montant total emprunté, soit un montant garanti par notre commune de 320 483 euros. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer favorablement sur le principe d'attribution d'une garantie d'emprunt au niveau logis provençal à hauteur de 10%, soit 320 483 euros. Approuver les termes de la convention et autoriser M. le député de la Jointe à signer tout acte référant à cette garantie d'emprunt. Oui. Donc je me félicite que la délibération revienne à l'ordre du jour, puisque votre caprice est terminé, puisque vous l'aviez retiré sur un caprice la dernière fois. Mais bon, écoutez, c'est vous qui décidez. Donc, tout à l'heure, vous faisiez allusion aux organismes de logement qui faillissaient à leurs obligations en matière de réhabilitation, et vous parliez du ministère de l'Habitat et vous aviez raison. Mais quand vous avez un organisme logeur qui réalise une opération de réhabilitation comme le nouveau logis provençal dans des conditions tout à fait correctes, je pense qu'il serait important que la ville aussi amène sa contribution. Alors, garantir un emprunt, 10% d'un emprunt, c'est bien entendu nécessaire. Je vais voter cette délibération, mais considérez quand même que c'est largement insuffisant pour améliorer le cadre de vie des Orangeois, la contribution de la ville. Et donc, en fait, je vous repose la question, est-ce que la ville serait prête à s'engager, à participer au réaménagement des espaces verts de cette cité réhabilitée? Y a-t-il d'autres questions? Donc ça se fait dans de nombreuses communes. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, vous rigolez. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier suivant. Dossier numéro 1, attribution des financements aux associations avec le CSAS pour l'année 2015. Considérant combien de soutenir les associations dans leurs activités, la ville de propose d'attribuer ainsi au CSAS des subventions pour l'année 2015. Allouer aux associations indiquées
Dans la liste annexée ainsi qu'au 16, les subventions réglementaires sont spécifiées. Autorisé M. le représentateur délégué à signer le document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Allez-y. Alors, à Orange, sur les 350 associations reconnues par la municipalité, seulement 51 seront peut-être aidées financièrement. Je dis peut-être, car ce n'est pas parce qu'on vote aujourd'hui que les associations listées sur cette délibération seront un jour créditées. Il leur faut encore subir de capricieux aléas. Un grand manquant aujourd'hui, le SCO, club de foot orangeois, 96 ans. Il devait toucher une aide de 120 000 € en 2014, mais en décembre, en toute fin d'année, on apprend que c'est non. Ce club créé en 1920 sera-t-il la prochaine victime de votre gestion? Et ne parlons plus des Restos du Cœur, du Cork ou d'autres disparus. Alors, à Orange, monsieur le maire, j'ai bien lu votre projet de loi et je fais un petit parallèle. À Orange, 1% des associations reçoivent 93% des subventions de la ville, alors que 85% des associations n'en reçoivent pas. Les 7% des aides restantes sont distribuées chichement, sans adéquation avec les besoins. Ainsi, des subventions sont bloquées depuis 20 ans à des sommes dérisoires, 150 €, 305 €, 610 €, ce qui correspondait à 1 000 francs, 2 000 francs, 4 000 francs de 1995. Car elles n'ont pas vu évoluer leurs subventions depuis lors. Mais elles doivent s'estimer sans doute heureuses, car elles ont encore quelque chose. 52% des associations aidées financièrement ont moins de 1 000 € par an. Soulignons ici l'augmentation spectaculaire de l'association Foulée Orangeoise, qui passe de 534 € à 535, plus 1 €. Plus 1 € aussi au pétangueul. Ah, mais plus 5 € à la boule atomique, on ne rigole plus là, plus 5 €. Déplorons les moins 500 €, moins 574, moins 660, moins 501 € de l'avenir gymnique, du club pongique, du cyclo-club, de l'Union athlétique orangeoise, etc. Votre financement est opaque, arbitraire et parfois abusif. Oui, monsieur le député maire, il faudrait ici, à Orange, contrôler le financement public du monde associatif sur 3 aspects. Il faudrait que les associations profitent vraiment au plus grand nombre d'Orangeois, puisque c'est nos impôts que vous distribuez. Que les attributions soient transparentes, contrôlées et correspondent vraiment à des besoins quantifiés des associations. Que les subventions assurent la pérennité de notre patrimoine associatif. La stabilité, la sérénité, c'est le moins que vous puissiez assurer aux licenciés, aux responsables, aux encadrants sportifs, aux bénévoles associatifs. Cela relève du respect, de la reconnaissance. Je vais voter contre cette délibération car elle n'est pas juste. Les subventions ne sont pas ajustées aux besoins. C'est un mauvais travail arbitraire, sans écoute des associations, sans concertation, sans mesure, sans reconnaissance du formidable travail humain des associations orangeoises. Encore un mot. J'ai lu avec amusement votre droit de réponse au journal La Provence dans la newsletter de jeudi dernier. Je vous ai même interpellé à ce sujet et je n'ai bien sûr pas de réponse. Car c'est amusant. Vous manipulez tellement les chiffres à votre avantage que vous en arrivez à écrire qu'en 2000, vous versiez 4 € par an et par habitant aux associations orangeoises. 31 en 2013. Plus 548% selon votre calcul. Alors qu'en janvier dernier, vous annonciez durant vos vœux 80 € par an et par habitant. Alors, 80, 31, il faudrait savoir qui donne quoi. C'était beau comme du verlaine. Oui, alors j'ai 2 questions. La première, elle est d'ordre juridique. En tant que partenaire professionnel de l'ASON, je ne peux pas voter de subvention pour le club.
Par contre, évidemment, à titre personnel, je vote pour, mais comme les associations sont groupées dans le vote, ma question, qu'est-ce que je fais? Je m'abstiens. Tu votes comme tu veux, en disant que tu ne votes pas pour la filiation. D'accord, bon, très bien. C'est bien grave. Et la deuxième question, c'est une question de Madame Bois, qui a trait au fait que nous n'avions pas voté la subvention pour les Restos du Cœur. Et donc, quand on regarde le tableau des subventions exceptionnelles, il y a la subvention des Restos du Cœur qui devait être rétribuée aux autres associations à hauteur de 333 €. Et là, on voit pour la Croix-Rouge française, le Secours catholique et le Secours populaire, une subvention de 1 000 € chacun, subvention exceptionnelle. Est-ce que les 333 € font partie de la subvention? Oui, ça a été répercuté il y a 2 ans, en 2013. Ah, c'est pour ça qu'on a voté 2 fois, l'année dernière et l'année d'avant. Ça fait la deuxième année que les Restos du Cœur n'ont pas leur subvention. Et cette année, j'ai demandé à ce qu'on On le fera. D'accord. Mais par contre, ça a Les été 303, ils ont été remis à... redistribué aux autres Mais associations. en décembre 2014, vous nous avez remis resservi la soupe, là. Oui, mais je la servirai parce que les Restos du Cœur ne nous tiendront pas au courant de ce qu'ils font de notre force. Ah ben là, de toute façon, vous ne les avez pas mis dans la liste. Non, elle n'y est pas. Parce que j'ai fait plusieurs premiers présidents, ils n'en ont même pas répondu. Voilà. Je note, par contre, que le membre du conseil d'administration du CCAS va voter contre la subvention du CCAS. Merci. Je peux terminer. Allez-y. Oui, moi je voterai la délibération, mais par contre je fais mienne l'ensemble des observations formulées par Christine Badinier. Ce que je voulais attirer votre attention, monsieur le maire, sur le fait qu'effectivement, comme l'a souligné Christine, vous êtes en complet décalage avec la proposition de loi que vous venez déposer à l'Assemblée nationale sur le contrôle de l'argent public alloué aux associations. Et je vous pose une question quand même, puisqu'en général, quand on est porteur de propositions de loi, on aime bien qu'elles soient mises en œuvre au niveau de sa localité. Alors, est-ce que, quand vous allouez des subventions aux clubs sportifs ou aux associations qui gèrent des crèches, par exemple, est-ce que vous demandez si ceux qui fréquentent les clubs sportifs, ceux qui ont des licences sportives, les enfants qui fréquentent les crèches, est-ce que vous exigez qu'ils aient la nationalité française? Puisque ça figure dans votre proposition de loi. Donc, comme c'est un principe anti-républicain, qui est anticonstitutionnel, je veux savoir si aujourd'hui, concrètement, vous pratiquez cela dans les clubs sportifs de la ville d'Orange et en direction du Secours catholique, du Secours populaire, des crèches associatives. Je veux savoir, puisque c'est ce que vous avez écrit à l'Assemblée nationale. Lorsque vous me laisserez répondre, je vous le dirai, ça fait 3 fois que vous me dites que vous voulez savoir. Je suis un peu dur d'oreille, c'est vrai. Mais si de temps en temps, vous vous arrêtez de parler, Je peux terminer mon intervention. Je n'ai pas dépassé les 3 minutes. Donc, est-ce qu'il y a un commissaire de Marocain, Espagnol? Est-ce qu'on est exclu du club de foot? Ou est-ce que la subvention est supprimée? Est-ce que c'est pareil pour l'ASO? Est-ce que quand on est un petit Marocain à l'ASO, est-ce qu'on est exclu du club de l'ASO? Ou est-ce que vous supprimez la subvention? Puisque c'est ce que vous formulez à l'Assemblée nationale. 4 fois la même question. Voilà. Je suis un peu dur d'oreille d'ailleurs. Mais quand On l'avait compris que vous étiez dur d'oreille. On l'avait compris que vous étiez dur d'oreille. Même sans mes écouteurs. Ça va, vous avez fini? Voilà. Alors, je vais répondre. Allez-y. J'espère que vous allez me laisser répondre. Allez-y. D'abord, Jean-Pierre va répondre. Il n'y a plus de questions. Marquez, quand on est français, on n'est pas français. Mais continue. Eh oui. Ne répondez pas. Je vais répondre de manière générale. Il faut savoir que nous avons décidé en 2015 de maintenir le montant des subventions. Vous savez quand même que vos amis qui gèrent au niveau de l'État ont décidé depuis déjà quelques temps de supprimer de baisser les dotations aux collectivités. Certaines communes, vous le voyez un petit peu de partout en France, certaines communes ont fait le choix soit d'augmenter les impôts, soit de diminuer les subventions aux associations. Nous avons fait le choix de ne pas baisser les subventions aux associations, même de les augmenter. D'accord? Premièrement.
Deuxièmement, vous évoquez, Madame Badinier, le fait que sur la ville, il y ait 350 associations. C'est vrai, répertorié, il y a environ 350 associations, mais d'une manière active, il y en a 150. Et qui nous sollicitent, il y en a une centaine, 110, 120. Donc, on ne répond pas, on n'alloue pas de subvention aux gens qui ne nous sollicitent pas et qui n'en ont pas besoin, bien entendu. Okay. D'autre part, le montant des subventions que l'on alloue, c'est vrai qu'il y a des associations qui en ont 300 €, parce qu'elles ne demandent pas plus, elles n'ont pas besoin de plus d'abord. Voilà. Ok. Alors en plus, vous avez évoqué le Sporting Club d'Orange. Alors je vais d'abord parler des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, cette année, nous n'avons rien provisionné. On ne va pas revenir là-dessus, on l'a déjà dit 2 années successivement. Les Restos du Cœur ne souhaitent pas travailler avec la ville. Donc cette année, plutôt que de provisionner 1 000 € comme on a fait en 2014-2013 et ensuite refaire une délibération pour la supprimer et la distribuer aux 3 autres associations caritatives, nous avons décidé de concert de ne pas provisionner une subvention de 1 000 € pour les Restos du Cœur. Par contre, nous avons provisionné 1 000 € aux 3 autres associations caritatives. Le Sporting Club d'Orange, nous avons rencontré dernièrement, vous le savez, il est en redressement judiciaire. Nous avons rencontré dernièrement les dirigeants. Nous n'avons pas prévu d'allouer de subvention pour le moment. C'est un cours de discussion. Le dossier suit son cours. Quand vous évoquez des clubs qui ont obtenu des subventions en moins, non, c'est faux. Les subventions en moins, c'est des subventions en plus qu'on avait octroyées l'an dernier. Des subventions exceptionnelles pour les sportifs qui ont fait des placements au championnat de France. Alors, les quelques associations que vous avez évoquées, c'est des gens qui avaient obtenu des résultats, à qui on a alloué des subventions exceptionnelles pour permettre de défrayer les sportifs qui ont dû subir des frais pour se déplacer. Quand vous évoquez le fait que M. le maire annonce le soir des vœux aux associations le montant d'aide aux associations, bien sûr qu'entre 31 € et 80 €, il y a les avantages de la nature que vous oubliez de prendre en compte. Et ça, c'est très important. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Il faut savoir que le monde associatif en général est très satisfait de l'aide qu'on leur apporte. D'ailleurs, ils nous le disent chaque fois qu'on les rencontre. Je crois qu'à Orange, ils n'ont pas trop à se plaindre. Voilà. Je vais donner la parole au maire, il va répondre. Alors, d'abord, le fait de se constituer en association ne donne pas un droit ipso facto d'avoir une subvention. Moi, je crois que je suis toujours le vice-président du club de tir du CCO. Je dis au CCO, ne me demandez pas de subvention de fonctionnement. Hein. Si on veut tirer sur des cibles, la moindre des choses, c'est qu'on se paye les cartouches, qu'on se paye les cibles, et non pas qu'on fasse payer les cibles et les cartouches aux orangeois. Et il me semble qu'ils l'ont compris. Par contre, de temps en temps, on nous demande une subvention exceptionnelle pour acheter le carabinaire comprimé pour la section jeune, et ça, on participe volontiers, parce que c'est de l'investissement, et ça nous paraît cohérent. Donc, il faut arrêter avec cette sottise qui voudrait qu'à partir du moment où on se met l'association, on a droit à des subventions. Et c'est l'objet de la proposition de loi que je fais, puisque un certain nombre d'associations qui sont subventionnées à des hauteurs colossales de plusieurs dizaines de millions d'euros n'ont que l'État pour financer, et que, comme par hasard, ce sont des associations politisées qui ne défendent pas les Français, mais qui défendent d'autres choses. Donc ça, c'est pour le financement des associations. J'ajoute que nous donnions 1,5 million d'euros en l'an 2000, et qu'en 2013, nous avons donné 2,4 millions d'euros aux associations. Ce qui établit qu'il y a une augmentation de 60%. Par ailleurs, les Orangeois donnent 80 € par habitant. Et la moyenne de la strate que donnent les autres villes, c'est 35 €. Alors, Madame Badinier, vous pouvez dire ce que vous voulez, pour raconter toutes les sornettes que vous voulez. La vérité, elle est
Et là, c'est pas moi qui l'ai établi, ce sont nos services, et nos services, ils ne sont pas aux ordres politiques, ils sont aux ordres comptables. Donc, racontez les bêtises que vous voulez, on en a l'habitude, et cela ne nous gêne pas, et les orangeois ne s'y trompent pas. Bon, maintenant, est-ce que j'applique ma proposition de loi aux associations? Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque aujourd'hui, ces décisions-là seraient contraires à la loi. Donc je ne vais pas appliquer, j'obéis à la loi même quand je ne suis pas d'accord avec la loi. Hein, c'est comme ça, j'obéis à la loi même quand je ne suis pas d'accord avec la loi. Par contre, c'est vrai que ce qui est visé, ce ne sont pas les individus, c'est les associations. Quand vous avez des associations qui, strictement, ne veulent promouvoir que la culture étrangère, l'enfermement culturel, voire l'enfermement religieux dans leur pays, leur région d'origine, ben ça n'a pas à être financé par le contribuable français. Que ça soit financé par les gens de ces nationalités ou les gens de cette religion, c'est normal, mais pas par les autres. Et ma proposition de loi vise à cela, parce que à Marseille, vous ne voulez pas que je vous développe ce qui s'est passé à Marseille, les élections les subventions électoralistes qui ont d'ailleurs été condamnées par la justice, vous ne pas condamner, mais c'est vos amis, par la justice, et qui ont été condamnées par le plan socialiste, puisque l'on est exclu du groupe. Donc, arrêtez de voir des leçons à tout le monde. Nous défendons les Français, c'est vrai, nous revendiquons, nous n'avons aucune hostilité aux étrangers qui travaillent et qui respectent les lois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui ne respectent les lois françaises, voire qui qui font des attentats contre les traditions et contre les Français. Et ça, bien sûr, nous le condamnons avec le plus de rigueur possible. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, Claude Bourgeois. Catherine. Anne Crespo, oui. J'ai sauté le dossier d'un. C'est la modification donc d'une délibération, la 75, qui avait été prise le 30 mars 2015 et qui concernait la fixation des taux des 3 taxes directes locales pour l'année 2015. Donc, vu cette délibération par laquelle le conseil municipal a voté le produit global des contributions directes et décidé de sa répartition en fixant le taux de chacune des 3 taxes, tout en respectant certaines règles de proportionnalité entre elles, mais considérant la demande de la préfecture et de la direction des finances publiques de respecter strictement les règles de proportionnalité entre les 3 taux, et notamment concernant celui du foncier non bâti, il y a lieu de modifier la délibération susvisée concernant donc le taux pour 2015 pour le foncier non bâti, comme suit. Donc nous devons baisser à 53,78 au lieu de 53,79, soit 0,01%. C'est la seule des taxes qui est à modifier, les autres restent inchangées. Pour mémoire, nous avons baissé les 3 taxes de 1% cette année, et il est demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier donc la délibération numéro 75 concernant le taux du foncier non bâti, de voter ce nouveau taux et d'autoriser monsieur le député maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 5. Alors, il s'agit du raccordement de 2 sirènes électriques au système d'alerte et d'information population SID, l'installation à l'hôtel de ville et au groupe scolaire en Croix-Rouge, signature de convention entre l'État et la commune d'Orange. Ces raccordements permettront le déclenchement de sirènes à distance via l'application SAIP et le réseau INPT du ministère de l'Intérieur. Le déclenchement validé de sirènes en local par le député maire d'Orange restera possible en cas de nécessité. L'intervention sur le bâtiment de l'hôtel de ville consiste au raccordement d'une sirène existante. L'intervention sur le bâtiment du groupe scolaire en Croix-Rouge consiste en dépôt de la sirène existante et à l'installation et au raccordement d'une nouvelle sirène. Le coût des opérations d'installation et l'achat du matériel installé est pris en charge par l'État propriétaire.
Le coût du raccordement au réseau électrique et la fourniture en énergie des installations ainsi que le fonctionnement des moyens de dégagement manuels locaux restent en charge de la commune propriétaire du bâtiment. Ces conventions, d'une durée de 3 ans, peuvent se poursuivre par tacite reconduction. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le principe d'installation du système d'alerte et d'information de population, SAIP à l'hôtel de ville et au groupe scolaire Croix-Rouge, en remplacement de l'ancien réseau national d'alerte RA, d'approuver une convention et d'autoriser M. le député maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour le dossier est adopté. Je vous remercie. Qui c'est qui rapporte pour Xavier? Marco. Toi? Allez, serment. Bon, c'est simplement un ajustement entre le chapitre 11 et le chapitre 67. On enlève 11 000 € au chapitre 11 pour le chapitre 67. J'ai demandé au conseil municipal de développer cette relation à travers une multiplication de. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour le dossier est adopté. Je vous remercie. La séance est levée.